Salut à tous, c'est Sully Perfect, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de WWE Hell in a Cell 2021 qui va avoir lieu donc ce dimanche, toujours les horaires habituels, avec un kick-off à 1 heure du matin et un pay-per-view à 2 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. Un pay-per-view qui sera, comme ces derniers temps, assez court, pas beaucoup de matchs. Une version assez raccourcie, on en a maintenant l'habitude depuis quelques temps. Et on a déjà 5 matchs qui ont été officialisés. Et il va y en rester probablement un seul à ajouter, puisque Raw vient de se terminer donc cette nuit. Ils ont booké un dernier match. Donc Raw, on ne rajoutera pas de match. En général, on boucle les choses dans le dernier Raw, avant le pay-per-view. Et il reste le dernier SmackDown pour en booker un dernier. Donc ça va être assez digeste. Donc ce sera certainement 6 matchs sur la carte principale et un match en kick-off, bien entendu, comme d'habitude. Le match de kick-off qui sera, comme d'hab, assez random et qui sera annoncé au dernier moment. On en a l'habitude. Donc pas la peine de pronostiquer le match de kick-off, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va être, et puis ça peut être tout et n'importe quoi. Par contre, on peut déjà parler du match qui manque. Alors, ce sera pas du côté de Raw. C'est pas la peine de penser à un AJ Omos contre Viking Raiders, par exemple, puisque les deux équipes commencent une feud pour les titres autour des titres par équipe. Ça, on va le garder, on va le mettre de côté pour les weekly. Donc, Raw, on met de côté. SmackDown, il y a trois choses possibles. Il y en a une que je mets bien plus en avant par rapport aux deux autres. Les deux que j'évacuerai, je pense que c'est tout ce qui se trame autour du titre intercontinental. On rétropédale un peu, malheureusement, à cause de la libération, on va dire, d'Alistair Black, qui était parti sur un programme un peu frais avec Biggie, et puis bon, malheureusement il a été release de quelques temps après. C'est quand même assez étonnant, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et du coup, Biggie, il avait disparu, et puis là on le remet autour du titre intercontinental, en compagnie de Kevin Owens, et même de Sami Zayn, et donc Apollo Crews, toujours accompagné de Commander Aziz, bien entendu, qui intervient tout le temps dans ces matchs. Et donc là, on va avoir un 2 contre 2, par exemple, vendredi, entre Owens et Biggie et Cruz et Aziz, justement. Donc ce match, voilà, il va avoir lieu, mais on sent que quelque chose se trame autour du titre intercontinental, sûrement un match à plusieurs, quelque chose comme ça. Sami Zayn étant un petit peu plus un peu derrière, je dirais. Owens l'a battu la semaine dernière, l'a fait le pin sur lui. On a l'impression finalement de ne pas avancer. C'est ça le problème de SmackDown, c'est on fait beaucoup de rematch. Et on en est encore avec Owens et Zayn et Biggie et Cruz, qui étaient les matchs de WrestleMania. WrestleMania, c'était il y a 2 mois et demi. Donc à un moment donné, il faut avancer, faut passer à autre chose. Je veux bien que le départ de Black ait un peu perturbé les choses, mais à un moment donné, ça n'empêche pas de réfléchir et de penser à d'autres choses, quoi. Plutôt que de faire des copier-coller sans réfléchir et sans proposer un peu quelque chose de neuf, quoi. Donc on en est là. Donc je pense que c'est pas assez précis pour qu'on book un match pour le titre intercontinental dimanche. Je n'y crois pas trop. La deuxième option, j'y crois moyennement aussi. C'est la Gable, enfin l'Alpha Academy, de Gable et Otis contre les Street Profits. C'est une feud qui est en train de se mettre en place actuellement avec un Otis complètement nouveau, repackagé, rasé même. Ça a été assez bizarre de le voir comme ça, sans barbe, et qui fait des promos maintenant. Je l'ai vu à Talking Smack, en parlant tout doucement, mais aussi de façon menaçante. C'est très étonnant. Un nouvel Otis, pourquoi pas. C'est vrai il est plus convaincant, on va dire, dans son nouveau rôle, un peu plus bagarreur, un peu plus, je dirais, destructeur. Donc pourquoi pas, mais je pense que c'est également une feud pour les weekly. Donc je ne pense pas que ça ira dans le pay-per-view de dimanche. Par contre, le sixième match dont je vais vous parler, je pense que c'est Cesaro contre Rollins, qui est vraiment buildé depuis finalement depuis l'après WrestleMania Backlash, finalement. On le sent venir, puisque Cesaro s'est fait détruire par Rollins. Et donc Rollins, on l'a vu, à la fin du WrestleMania Backlash, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait vu Rollins intervenir à la fin du match contre Reigns pour détruire Cesaro. Et effectivement, Cesaro s'est fait détruire, et on l'a pas vu pendant quelques temps, et on l'a revu là dans un segment
d'un Ding Dong Hello segment, le Ding Dong Hello segment entre Bayley et Rollins, qui n'ont pas arrêté de rigoler, et donc du coup on a vu le retour de Cesaro, donc qui s'est vengé, qui a détruit Rollins, et qui a fini en slip d'ailleurs Rollins. Bref, donc voilà, je pense que on est en train de nous préparer un nouveau match entre Rollins et Cesaro, même si je trouve ça bizarre puisque les deux se sont déjà affrontés 2 fois récemment. Bah, à WrestleMania, Cesaro a gagné, et même à SmackDown, Cesaro avait encore gagné. Alors même s'il y avait les Usos à l'extérieur qui avaient un petit peu perturbé les choses, hein, il y avait un super kick sur Rollins juste avant, mais bref, toujours est-il que Cesaro avait gagné 2 fois, donc faire un troisième match, je trouve pas ça très engageant. Bref, s'ils le font, ça a l'air d'être bien parti pour. Je donne la victoire cette fois-ci à Rollins, hein, parce que Rollins finalement, mine de rien, il n'a pas gagné grand-chose ces derniers temps, et il va falloir quand même le rebuilder, parce que mine de rien, SummerSlam approche à grands pas, et il va falloir un Rollins, je pense, assez fort dans les semaines à venir, et puis lui donner enfin une victoire significative. Et il faut le dire, Cesaro, je pense que son push est en train de descendre un petit à petit, et donc je pense que c'est Rollins qui va cette fois-ci s'imposer pour que aussi Cesaro perde petit à petit, hein, malheureusement, hein, il faut le dire, mais c'est la vérité, perde petit à petit son momentum, et que Rollins au contraire en regagne, parce que là il gagne pas suffisamment Rollins actuellement. Donc là il fait des segments, mais il a détruit Cesaro, mais il fait rien en fait, hein. Il gagne pas de match là, donc il faut, et puis il a perdu contre Cesaro comme je vous disais à 2 reprises, donc il a vraiment besoin de regagner un peu de momentum. Donc victoire de Rollins, hein, pour moi ça ne fait aucun doute. Puis il faut noter aussi que ce pay-per-view, hein, c'est finalement le dernier en mode Covid, hein, si on peut dire, le dernier dans le Thunderdome. Donc ça fait du bien, puisque dans un mois, c'est déjà le Money in the Bank, et Money in the Bank est déjà prévu pour se faire devant du public. Donc c'est pour ça aussi qu'il a été un petit peu décalé, Money in the Bank, hein, plutôt que de le faire ce mois-ci, là, pour le mois de juin. Ils ont attendu le mois de juillet pour être sûr d'avoir du public, et ils ont finalement placé Hell in a Cell du mois d'octobre directement au mois de juin, pardon, pour bah, voilà, un petit jeu de chaise musicale, en se disant que voilà, faire un Hell in a Cell sans public, c'était pas bien grave par rapport à un Money in the Bank. Effectivement, un Money in the Bank avec du public, c'est quand même bien plus intéressant que voilà, Hell in a Cell, c'est moins gênant, j'ai envie de dire. Et puis c'est pas un pay-per-view non plus majeur. Ça va être encore un pay-per-view de transition, je pense, pour la plupart des matchs. Hein. De toute façon, on va dérouler tout ça. On va parler donc justement du pay-per-view en lui-même et de tous les 5 matchs, hein, les 5 matchs qui ont été annoncés. On va commencer par le premier, à savoir Alexa Bliss contre Shayna Baszler. Et oui, bah oui, je sais bien ce que vous vous dites. Non, pas ce match. Et si ce match, parce que tout a été dit. Je veux dire, c'est une feud qui m'intéresse pas, qui est allée beaucoup trop loin. Hein, on est parti sur un délire fantastique, vraiment. Là, c'était trop pour moi. Après, est-ce que c'est pas un premier signe justement de la nouvelle VVE, hein, de Nick Khan, c'est-à-dire à l'image du mois dernier, hein, avec le match des zombies, bah, nous faire là cette fois-ci un autre match encore un peu délire, mais c'est un match un peu à l'américaine, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas ça aussi l'avenir, c'est d'avoir un match à l'américaine, c'est-à-dire un match qui va être qui va sortir un peu du milieu du catch finalement. On va mettre un peu le catch sur la touche, mais on va partir plus sur un délire très un divertissement finalement, plus pour le public américain, pour la cible, hein, qu'il touche, qu'il vise, pour leur faire plaisir, on va dire, hein, et puis évidemment pour générer évidemment du pognon, du business, hein, c'est aussi le but. Peut-être que c'est ça aussi l'avenir. On va avoir de plus en plus ce genre de choses. Bref. Pour la storyline, hein, vous avez pu le voir, finalement c'est parti de ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire que Shayna Baszler a commencé à jouer des castagnettes avec ses jambes, quoi. Ça y est, le cash congolais s'était invité à Monday Night Raw. Et à l'époque, on pouvait se dire, est-ce que finalement Bliss, elle vise Shayna Baszler, hein, là, parce qu'elle avait déjà des vues sur quelqu'un avec sa poupée Lily, elle avait des vues sur quelqu'un, on savait pas qui. Et on se dit, c'est pas Shayna Baszler, ou alors est-ce que ce n'est qu'un leurre, peut-être que finalement ça va être quelqu'un d'autre, on va être surpris à l'arrivée, elle va viser les titres par équipe avec Lily, sait-on jamais. Bon, finalement c'était pas les titres par équipe du tout, et voilà, Reginald avait aussi avait été pas mal visé, mais en fait, à travers ça, elle visait bien Shayna Baszler, et ils ont vraiment continué ils ont vraiment lancé la feud officiellement entre les deux, hein, même si Baszler,
pour elle, Lily, c'est qu'une poupée stupide. C'est qu'une poupée, donc il n'y a pas à s'inquiéter de ça, quoi. C'est quand même n'importe quoi. Et je suis bien d'accord avec elle. Mais bon, bah, il y en a Jax qui l'a mise quand même en garde. Elle lui dit bon bah attention parce que bon, Alexa Bliss, je la connais bien, je les connais bien dans le passé. Voilà, on a été amis, mais bon, voilà, tu devrais te méfier. Maintenant, c'est plus la même personne. Mais l'autre il dit non non mais laisse-moi faire. Je vais voir ça parce que effectivement, il y a eu un Alexa's Playground avec Alexa Bliss qui a invité, on va dire. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est même Shayna Baszler qui s'est invitée. C'est Alexa Bliss puisqu'elle a donné rendez-vous à Lily. Puisque le mois d'avant, la semaine d'avant, elle a détruit Reginald, hein, Shayna Baszler, sur la balançoire. Là, elle l'a détruite pour menacer finalement Alexa Bliss, sa poupée Lily là qu'elle a retraité de stupide. Donc elle lui a dit, on se voit la semaine prochaine. Et donc il y a eu ce segment sur le ring, la balançoire, etc. Et ça s'est encore parti en couille parce que Alexa Bliss a dit, tu ferais mieux de t'excuser auprès de Lily là. Tu ferais mieux. Je te dis ça comme ça. Shayna Baszler, elle commence à prendre la poupée et lui dit, ok, je m'excuse, mais voilà, tu restes une poupée stupide, quoi. Voilà. Donc finalement, ça c'est parti en couille. Bliss a attaqué Baszler, voilà. Ensuite, Baszler a piétiné la poupée Lily. Les lumières ont clignoté là dans tout le Thunderdome. Et là, Baszler a commencé à fuir comme une mauviette, quoi. C'est Shayna Baszler de NXT, quoi. C'est Shayna Baszler de NXT et voilà ce qu'ils en font. Elle fuit comme une mauviette. Elle part dans les coulisses, les différents éléments de décor qui commencent à tomber tout seuls. Après le cours, là, elle ouvre des portes, elle s'enferme, elle verrouille à clé, elle fout un canapé pour se bloquer. Puis elle voit Lily partout. Lily qui apparaît derrière le miroir. Et puis elle casse le miroir, elle s'énerve. Et puis elle voit toujours Lily qui est là. Et puis la lumière s'éteint. Et puis on entend un cri au loin là. Voilà, c'est parti, c'est fini comme ça. Une des pires fins d'Euro ever. Il y a des gens qui ont aimé, hein. Après, faut aimer, hein. C'est quand même complètement une question de goût, d'opinion. Il y a des gens qui aiment bien tout ce qui est film d'horreur, ce côté un peu creepy, un peu fantastique, voilà, avec un peu d'adrénaline. Hein. Peut-être que je peux comprendre, hein. Il y en a qui aiment ça. C'est un style. On sort vraiment du catch là, c'est vraiment, c'est pour les Américains, hein. C'est vraiment très très américain ce genre de truc. Moi, je suis sorti du truc là, ça fait longtemps que je suis sorti de ça, mais grand bien vous fasse hein, si c'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire, hein. Et ça c'est tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. Hein. Mais voilà, donc c'est fini comme ça. C'était assez, j'étais assez interloqué là. Je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de voir et donc en fait on a retrouvé Nia Jax finalement puisque Baszler hier avait complètement disparu, hein, on l'a pas revu depuis ce segment. Nia Jax est allée sur le playground d'Alexa hein, pour un peu lui dire mais je t'ai connu, t'étais mon ami avant, t'as changé, t'es plus comme ça, t'as complètement changé, t'es plus celle que j'ai connue. Alors après, bon, elle fait son ami. Mon ami, je te rappelle que à l'époque, Alexa Bliss te bullied, hein, elle la bullied parce que à cause de sa morphologie, hein, donc le body shaming, hein, on a vite oublié, je dis ça, je dis rien, hein, Nia Jax. Hein. Bref, et Alexa Bliss dit bon bah de toute façon moi j'ai jamais été ton ami moi, j'ai jamais été ton ami. D'ailleurs elle a raison, hein. J'ai jamais été ton ami moi. Et puis après elle commence à chialer, à faire oh non mais moi je voulais pas que t'auras quelqu'un moi. Et elle commence à chialer puis elle dit non je plaisantais. Et du coup Nia Jax challenge Alexa Bliss sur le ring et Alexa Bliss accepte le défi quoi. Et donc on a ce match. Qui est un match, on va dire, qui permettait de revoir Alexa Bliss sur un ring, hein, ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, hein, quand même. Bah, je crois que c'était contre Orton, justement, le fameux match segment, là. Finalement, Reginald intervient, alors qu'elle avait porté un Twisted Bliss sur Nia Jax, hein, elle était sur le point de gagner, mais pendant le tombé, Reginald enlève Bliss hein, du tombé, il la ceinture et du coup DQ, hein, victoire de Bliss par DQ. Mais alors sur ce, on a encore un truc incroyable. On a pratiquement une minute de face-off entre Reginald et Alexa Bliss, juste sur un numéro d'hypnose là, avec les deux qui ont la tête penchée de gauche et de droite comme ça contrebalance comme ça, la tête à gauche à droite, et Reginald fait tout ce que Bliss fait. Hein, une sorte de mimétisme et sous forme on va dire d'hypnose quoi. Et voilà, et ça dure presque une minute comme ça. Une minute comme ça. Qu'est-ce que je viens de voir à nouveau? Qu'est-ce que je viens de voir? Et donc Baszler a disparu et voilà où on en est pour cette histoire complètement
complètement incroyable. Sachant que donc oui, lorsque Nia Jax a été voir Bliss dans le Playground, elle précise que Shayna Baszler va de toute façon rencontrer Alexa Bliss à Hell in a Cell. Voilà. Et à ce moment-là, on savait pas si c'était un match, un segment. Et puis finalement, bon, le match a été officialisé un peu plus tard. On l'a vu sur les réseaux sociaux notamment. Et puis après, ils l'ont annoncé durant la soirée. Donc voilà, on se retrouve avec ce match entre Bliss et Baszler. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Est-ce que ça va être cinématique? Pas impossible, hein, forcément. Ça peut être quelque chose d'enregistré, ça peut être une espèce de course-poursuite dans les locaux, dans les couloirs. Il va y avoir sûrement des cuts. Je pense que ça va être un truc enregistré, à mon avis, hein. Un truc enregistré sur le ring ou pas, ou peut-être dans le ring qui va finir dans les coulisses. Je ne sais pas. C'est très difficile de savoir à quoi ça va ressembler, hein. De toute façon, dès qu'il y a un match de Bliss maintenant, on sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. Si je dois donner un pronostic, bien évidemment victoire d'Alexa Bliss, hein, puisque elle est cheatée au possible, elle est imprenable. Et puis bon, évidemment, elle nous réserve encore des surprises, hein. Elle l'a un peu déjà aussi sous-entendu à Raw Talk hier soir, hein. Elle avait l'air d'être pleine de malice, hein, je pense qu'elle nous réserve un truc. Une possibilité, c'est que finalement Reginald soit dans l'histoire. Je pense qu'il sera là de toute façon, hein. Il va y avoir quelque chose, je pense, autour de peut-être de Reginald, et que elle va se servir de Reginald pour faire perdre Baszler, puisque on l'a vu. Peut-être que ce numéro un peu d'hypnose qu'on a vu hier soir va servir pour dimanche, et qu'elle va se servir un peu de lui comme d'un pantin pour arriver à ses fins, et puis ou alors peut-être que c'est Baszler qui va finir hypnotisé par Bliss. Lily, évidemment, attention, parce que Lily hier elle était en congé entre guillemets, hein, c'est ce qu'avait dit Bliss, un peu pour la punir, hein, parce qu'elle était pas gentille, hein. Bref, elle était pas là, donc ça veut dire à mon avis qu'on va la revoir dimanche, Lily. Donc il va y avoir une merde. Enfin, c'est très difficile de prédire le scénario du match. Le résultat, oui, Bliss qui va en sortir, on va dire grandi, va gagnante, mais la façon de faire, il y en a beaucoup, mais ça va sûrement partir dans du fantastique, hein. Et ça va, je pense que je sais même pas si je vais pouvoir donner une note à ce match. Ça va être encore un gros dud, ou alors carrément un match notable. Voilà, ça va être un truc, ça va être un truc très 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 bizarre. Et puis bon, Baszler, voilà. Je suis désolé, mais je reste sur ce que je disais depuis des mois. C'est-à-dire que Vince ne veut pas de Baszler en tant que championne, et donc on trouve des subterfuges pour l'éloigner du titre. Donc là, c'était la tag team avec Nia Jax qui a duré pratiquement un an, et puis là, maintenant on la met sur un autre programme avec Bliss. Donc on fait tout ce qui est possible pour éloigner Baszler du titre, puisque de toute façon, ce n'est pas les plans, ce n'est pas le vœu de Vince notamment. Baszler, il en veut pas. C'est pas, voilà. Elle est pas assez féminine, c'est pas le style de fille qui peut fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais également le même type de doute, hein, vis-à-vis de Rhea Ripley quand elle arrivait dans le main roster. Combien de temps ça va durer, c'est ce que je me disais. Et voilà, tant qu'elle a la ceinture, c'est bien, mais je suis pas sûr que ça va durer éternellement, hein. Et puis que va devenir Rhea Ripley d'ici quelques temps. Je suis pas sûr aussi que ce soit le style de fille qui plaît à Vince, hein. Ça plaît surtout à Triple H. C'est sa petite chouchoute, on le sait. C'est sa chouchoute, Rhea Ripley. Mais à Vince, je crois pas que ce soit sa chouchoute du tout, hein. Bref, ça, on en reparlera plus tard. Donc, voilà, victoire d'Alexa Bliss, mais c'est vraiment le match qui me hype le moins de tout le show, parce que ça va être vraiment très particulier. Mais ça va être encore la parenthèse américaine, on va dire, du show. Allez, match suivant. Match comptant pour le championnat féminin de SmackDown entre Bianca Belair, la championne, et Bayley. Et ce n'est pas une surprise, hein, puisque voilà, on se souvient du finish du match de WrestleMania Backlash, hein, qui était d'ailleurs raté, mais bon, bref, où Belair avait tenté d'utiliser sa tresse pour maintenir Bayley, pour cadenasser Bayley sur son roll-up là, et voilà, donc du coup Bayley avait mal pris la chose, elle demandait le ralenti, et du coup elle s'en est pris aux commentateurs, etc., et notamment Michael Cole, son souffre-douleur préféré, voilà. Et ça a duré un peu comme ça. En ce qui concerne le build-up, il n'y a pas forcément eu grand-chose, hein, malheureusement, parce que c'est incroyable que cette feud maintenant tourne autour du rire. Autour du rire, tout simplement, quoi. C'est l'argument de la feud, quoi. C'est le rire. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une Bayley qui, voilà, qui, comme je vous disais, n'a pas digéré, hein, cette victoire qui est très contestable, hein, de la part de Belair à Backlash. Et donc,
bah, Bayley considère qu'elle a triché et qu'il suffit de remontrer les images, quoi. Et donc Belair fait une promo sur le ring. Elle dit que depuis qu'elle a battu Sasha Banks hein, à WrestleMania, qu'elle a gagné le titre, bah, Bayley ne fait que rigoler. Hein, le WWE Universe ne rit pas avec Bayley. En fait, il rit d'elle, plutôt. Y a quoi de si amusant ou juste hein. Son rire commence sérieusement à m'agacer, hein, c'est ce qu'a dit Belair. Mais c'est pas la première personne qui essaie de m'atteindre. Hein. Certains lui disaient qu'elle en faisait trop, que c'était une frimeuse. Les gens même l'appelaient Manish, hein, Manish, c'est-à-dire une femme masculine, quoi, hein, parce que elle était très musclée justement. Elle leur a fait mordre la poussière à tous ces gens-là, après avoir gagné trophée sur trophée après trophée, championnat après championnat, bref. Elle dit qu'elle a eu affaire aux gens taquins, aux sceptiques, aux brutes, mais qu'elle a jamais eu affaire à quelqu'un qui lui rit au nez, elle a comme Bayley, quoi. Donc ceci est un total manque de respect, et du coup, elle défie tout simplement Bayley dans un match à Hell in a Cell, et lui promet que qu'elle se moquera plus d'elle ensuite, quoi. Donc c'était assez bizarre, parce que la championne, du coup, défie la challengeuse, et non pas l'inverse. Bon, j'aime pas trop quand c'est comme ça, juste parce qu'en plus, Bayley lui rit au nez, quoi. Donc voilà l'argument, quoi. Juste, voilà l'argument. C'est très étonnant. Bayley apparaît ensuite sur le Titantron, hein, elle rigole, bien évidemment. Elle dit que le monde ne tourne pas autour de sa petite personne, à Belair. Hein. Elle est là par cette élite, hein, elle va pas se contenter de venir là et lui répondre. Hein. En réalité, elle est même pas dans l'arène, elle est pas là. Elle est dans une pièce, là, avec un canapé, puis plein de photos d'elle, à son effigie, Bayley. Elle dit c'est son oasis, c'est son sanctuaire. C'est ici qu'elle trouve la paix, donc elle va pas se mettre à dire des choses qu'elle pense pas. Hein. Elle accepte le challenge, hein, évidemment, elle va pas dire non. Hein. C'est la challengeuse, elle va pas dire non pour un match de championnat. Hein. Donc elle accepte le challenge et puis lorsque ce sera fini, bah, elle se moquera d'elle, mais elle ne sera pas la seule à rigoler, elle dit. Et du coup, Bayley apparaît alors sur tous les écrans du Thunderdome là, façon Alexa Bliss. Hein. Donc c'est très bizarre. Elle était partout. Et évidemment, il y a des rires, les rires se multiplient partout sur le Thunderdome là. Comme le rire de Lily d'ailleurs. Et ça m'a donné envie de me dire, mais c'est Bayley en fait, c'est Bayley, ce serait la même personne en réalité. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'était un affreux segment, vraiment très malaisant. Et voilà, voilà comment est officialisé le match de championnat, quoi. C'est incroyable. Et donc lors du dernier SmackDown, donc, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, Bayley donc présente son Ding Dong Hello, elle invite Rollins, elle dit que c'est certain qu'à Hell in a Cell, elle va battre Bianca Belair. Rollins parle ensuite aussi d'une masterclass de la part de Bayley hein, la semaine dernière. On nous remontre, comme dirait l'autre, on nous remontre des images. Donc lorsque Bayley s'était mise à rigoler, hein, donc sur tous les écrans du Thunderdome la semaine d'avant, Bayley et Seth Rollins se mettent évidemment à rigoler. Hein, c'est le malaise total, ça dure longtemps. Bayley ensuite dit que le meilleur remède c'est le rire, et mais que s'il trouve ça drôle, Rollins, qu'ils attendent de voir ça. Et à ce moment-là, elle nous montre aussi une vidéo d'il y a 3 semaines, lorsque justement Seth Rollins avait attaqué Cesaro, comme je vous le disais tout à l'heure. Bayley et Seth Rollins, à ce moment-là, ne font plus de bruit, ils s'arrêtent de parler, et ils se remettent à rigoler, évidemment. Ils se remettent à rigoler, et là à ce moment-là, la porte, ça sonne à la porte. Seth Rollins décide d'ouvrir la porte et puis Cesaro arrive. Là, il y a une grosse castagne. Donc Cesaro se venge, attaque Rollins, hein, qui finit en slip comme je disais tout à l'heure. Il détruit le décor, Cesaro. Seth Rollins finit par s'enfuir et la musique de Bianca Belair retentit et elle arrive à ce moment-là sur la scène Belair avec un micro pour rigoler tout simplement. Aucun autre mot, juste rigoler pour se moquer de Bayley. Voilà donc le build-up du match. Le rire, et uniquement le rire. C'est génial, non? C'est magnifique. J'ai rien d'autre à vous raconter. C'est ça qui est incroyable. C'est juste ça. Juste ça. Alors heureusement, il y a encore un dernier SmackDown pour essayer d'élever le niveau, mais je crois pas qu'on puisse élever le niveau maintenant. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est quand même incroyable. Contre Banks, ils ont tout gâché. Le build-up du Belair Banks de Mania a été gâché. Et là, ils nous regâchent à nouveau le build-up là. Avec Bayley, c'est n'importe quoi, c'est nul à chier. Le pronostic, pour moi, la chose qui est certaine, c'est la conservation du titre par Bianca Belair, qui pour moi est programmée pour rester championne pendant un bon moment, au moins jusqu'à SummerSlam. Ça, je pense qu'à ce niveau-là, ça ne bougera pas. On va rester sur les mêmes champions. D'ailleurs, je vous le spoil déjà d'avance. Je pense qu'on va rester sur les 4 principaux champions, hommes et femmes. Et donc, Belair va rester là, pour au moins qu'elle profite du public, hein, à SummerSlam.
En plus, il y a une faiblesse du roster féminin de SmackDown. Là, il y a plus personne. Il n'y a plus personne, et en plus on vire Ruby Riott, quoi. On vire Santana Garrett, qui allait faire ses débuts à SmackDown. Donc il y a plus personne. Liv Morgan se retrouve toute seule. La Riot Squad, elle n'existe plus. Hein, encore une équipe en moins. Déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup. On enlève les équipes. Il n'y a plus que Carmella qui fait ses matchs par-ci par-là, là, avec Liv Morgan maintenant. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le roster de SmackDown. C'est dépeuplé. Il y a beaucoup plus de monde à Raw. Ça c'est sûr. C'est là qu'on se dit qu'une draft s'imposerait là bientôt parce que faudrait une draft là parce que là il faut c'est incroyable, c'est incroyable. Il n'y a plus personne donc Belair reste championne, c'est tout. Maintenant, je n'exclurai pas peut-être une fin encore à la mort moelleux, hein, encore pour prolonger un peu le truc. S'ils veulent prolonger, on va dire que la seule incertitude c'est Sasha Banks qu'on n'a toujours pas revu de Mania. Donc que va-t-elle faire? Que va-t-elle faire? Va-t-elle revenir bientôt là? Est-ce que ce sera pas plus vers le mois de juillet pour enfin builder la revanche entre Belair et Banks à SummerSlam? Parce que pour moi je pense que c'est ça qui va arriver. C'est le match numéro 2 entre Belair et Banks à SummerSlam. Je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Donc Banks va sûrement revenir mais plutôt vers le mois de juillet je dirais. Pas sûr même qu'on la voit pour Money in the Bank d'ailleurs. Donc je pense qu'on va nous la réserver. Mais par contre, que va faire Belair et que va faire Bayley en attendant? C'est pour ça que je me demande s'ils vont pas prolonger la feud encore. Et voir faire un match 3. Hein, encore. Troisième pay-per-view consécutif entre les deux filles. Ils sont capables de le faire. Et donc s'ils font ça, attention à ce qu'ils fassent pas une belle. Parce que s'ils font une belle, ça voudrait dire que Bayley gagne. Dimanche. Attention. Mais Bayley, si elle devait gagner, elle gagnerait pas le titre. Ça c'est sûr, elle prendra pas le titre, mais elle peut gagner par DQ. Elle peut gagner, en trichant. Bref, il peut y avoir plusieurs façons de faire. S'ils veulent prolonger la feud, hein, voilà, pour que tirer le fil en attendant, surtout le retour de Banks, parce qu'on a l'impression que c'est surtout ça qu'on attend, c'est le retour de Banks, et donc on joue la montre, et c'est pas impossible que la feud se prolonge, même si on a fait largement le tour, hein, déjà, entre Bayley et Belair, hein, si c'est pour rigoler à chaque promo, à chaque segment. Waouh! Ah ouais, ça va très 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 loin dans l'écriture. Donc voilà, je dis conservation de Bianca Belair. Maintenant, est-ce qu'elle va gagner clean? Pas sûr. Je tendrai vers le truc pas clean. Et peut-être même que Bayley serait capable de gagner, mais sur un malentendu, afin d'avoir la belle au Money in the Bank. Peut-être. Mais plutôt Belair, donc pour la victoire. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Voilà, un des gros matchs. Match entre Charlotte et Rhea Ripley, bien sûr, pour le titre féminin d'Euro. Là aussi, en termes de build-up, ils ont fait très très fort, hein, il faut le dire. La division féminine, hein, franchement, waouh, là c'est vraiment, ils sont vraiment magnifiques là. Dans les bookings actuellement, oh là là, c'est d'une qualité les amis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Flair, elle s'était plaint auprès d'Adam Pearce, hein, puisque elle avait pas pris le pin, hein, WrestleMania Backlash, hein, on s'en souvient, hein, le fameux match avec Asuka et Rhea Ripley du mois dernier. Elle avait pas pris le pin, Charlotte Flair. Du coup, elle s'adresse à Pearce. Elle dit que elle voulait un match de championnat là face à Ripley. Mais comme elle devait affronter Asuka ce soir-là, là, lors de ce Raw, le Raw qui a succédé à WrestleMania Backlash, elle devait affronter Asuka ce soir-là. Deville du coup lui dit que si elle bat Asuka ce soir-là, là, il reconsidérait peut-être la chose plus tard. Hein. Sauf que malheureusement, Asuka a battu Flair. Asuka a finalement battu Flair après une distraction, hein, qui n'était pas vraiment volontaire d'ailleurs de la part de Ripley. Et du coup, l'Euro suivant, on a encore un Flair contre Asuka à nouveau, et cette fois-ci sans Ripley, hein, qui tourne autour. Là, Ripley n'est pas là, et cette fois-ci Charlotte gagne clean sur Asuka. Et là-dessus, on nous annonce un peu plus tard un Flair contre Ripley à Hell in a Cell. Voilà, tout simplement. C'est annoncé comme ça. C'est assez bizarre puisque finalement Asuka et Flair, si on est logique, là ils en sont un partout dans les confrontations là, ces dernières confrontations. Donc Asuka elle pourrait avoir aussi avoir sa chance. Alors pourquoi est-ce que Flair serait-elle prioritaire? Voilà quoi, enfin bon, bref, c'est Flair, hein, on va dire que c'est ça. Ou alors juste parce que Asuka avait pris le pin à WrestleMania Backlash, on va dire que c'est ça. Mais à ce moment-là, si c'est ça, il fallait pas faire gagner Asuka 24 heures après. Pourquoi est-ce qu'Asuka a battu Charlotte alors le lendemain?
Non, bref, non mais ne cherchez pas de la cohérence, il n'y en a pas, ça sert à rien. C'est ça le problème du booking de la VVE, quoi, notamment de la division féminine, ça n'a aucun sens. En plus, Rhea Ripley passe pour une idiote à ne pas faire gaffe au compteur lorsqu'elle doit battre Nikki Cross en moins de 2 minutes, hein, parce qu'il y a une espèce de Beat the Clock Challenge là, où Ripley doit battre Nikki Cross en moins de 2 minutes, puisque c'est Charlotte qui a lancé ce défi-là à Ripley. Et Ripley, bah, elle regarde pas elle regarde pas le compteur, elle préfère tabasser Cross dans le coin, sans chercher à l'achever, et du coup, bah, Ripley perd son challenge, et Cross célèbre sa victoire, comme si elle avait remporté le titre là. Quelle merde, quelle merde. Ripley, la conne et la faible, voilà le booking de la championne d'Euro. Voilà, elle est conne, elle est faible. Voilà Rhea Ripley, votre championne d'Euro. Magnifique, magnifique. La semaine d'après, Flair à son tour affronte Cross, hein, évidemment, parce qu'on n'a aucune originalité, hein. Flair, cette fois-ci, à l'affronte Cross, exactement dans le même challenge. Beat the Clock Challenge. Faut la battre en moins de 2 minutes. Et elle n'arrive même pas. Elle n'arrive pas à battre Cross en moins de 2 minutes, puisque Ripley, à l'extérieur, a eu une confrontation avec Flair, ce qui a fait perdre du temps à Flair, et du coup, Cross parade à nouveau, comme si elle était championne. Et voilà, prétendant à Raw Talk, hein, même. Elle le dit le soir même après à Raw Talk. Elle dit avoir battu Ripley et Flair, hein, ce qui l'a fait passer pour une conne, hein, autant que Flair et Ripley passent pour des faibles. Tout le monde, personne n'est over là-dedans. Personne n'est fort, tout le monde est faible, tout le monde est conne, et voilà. Et voilà. Tout simplement. Affreux booking. La semaine suivante, Adam Pearce discute avec Sonya Deville. Charlotte Flair arrive. Charlotte dit alors qu'on a tous vu ce qui est arrivé avec Nikki Cross. Elle aimerait que la défaite là soit retirée de son palmarès. Hein, Charlotte qui dit ça. Elle veut qu'on lui en retire cette défaite. Parce que c'est considéré comme une défaite. C'est ça qui est incroyable. C'est des Beat the Clock Challenge. Mais c'est des victoires pour Nikki Cross, ça. C'est des victoires. D'accord, c'est des victoires. Donc du coup, Pierce dit que elle a accepté le challenge, Flair. Donc il peut rien faire. Charlotte dit qu'elle mérite au moins un rematch. Hein, ça lui tient vraiment à cœur. C'est que Nikki Cross, hein, la fille qui a disparu pendant des mois et des mois. Hein, bref, c'est pas grave. Rhea Ripley arrive. À ce moment-là, elle dit qu'elle a du respect pour Nikki Cross, hein, malgré ce qui s'est passé. Et alors que donc du coup, si quelqu'un mérite un rematch contre Nikki ce soir, c'est bien elle. C'est Rhea Ripley. Et donc du coup, Sonya Deville dit que Charlotte et Ripley devront affronter Cross et une partenaire de son choix, puisqu'elles veulent toutes les deux l'affronter. Voilà. Et donc cette partenaire, sans surprise, sera finalement Asuka. Voilà. Et donc à la fin du combat, donc de ce 2 contre 2, Ripley et Charlotte se disputent. Ça alors, ça c'est quand même... Ah, ça c'est un... On l'a jamais vu ça à la VVE. Hein, les deux filles là, qui s'affrontent pour le titre et qui sont obligées de faire un match tag team. Oh mon dieu, comment vont-elles coexister? Oh, on n'a jamais vu ça avant. Hein. Et donc évidemment, je vous le donne en mille, Ripley et Charlotte se disputent pendant le match. Les deux commencent à échanger des coups. Charlotte lui met un doigt dans l'œil pour enchaîner avec son Natural Selection. Cross en profite pour ramasser les miettes, hein, et faire un compte de 3 sur Rhea Ripley. Oui, la championne Rhea Ripley qui prend le pin, hein, bien évidemment. Hein, le pay-per-view approche. Hein, il faut que la championne reste forte, hein, dans tout ça. Hein. Et oui, Ripley prend le pin. C'est magnifique. Cross et Asuka célèbrent, en plus, de façon aussi exagérée qu'idiote, puisqu'elles n'ont rien fait pour mériter cette victoire. Rien. C'est Charlotte là qui a tout fait. Et elle monte sur la table, là, en train de célébrer. Et donc, à nouveau, Cross et maintenant Asuka qui passe pour des idiotes, hein, encore une fois. Et donc Ripley, la championne, qui encaisse une défaite à 2 semaines du pay-per-view. Ce qui n'est, évidemment, c'est un booking de merde, hein, on est d'accord. Personne n'en ressort grandi au final. Et donc on en arrive au Raw d'hier soir, hein, où Charlotte affrontait à nouveau Nikki Cross. On n'en peut plus. Des rematchs et des rematchs. Elle perd, en plus, Charlotte perd par des comptes à l'extérieur, après avoir été distraite par Rhea Ripley, qui était près de la table des commentateurs. C'est pas vrai. Nikki Cross célèbre, comme une conne, encore une fois. Et Flair, évidemment, elle le prend mal. Elle l'attaque, Big Boot. Elle l'armée dans le ring, elle commence à lui faire une figure 4, et Ripley arrive derrière, elle fait le save, elle lui porte un Riptide. Voilà, Flair, donc inanimé au sol, Ripley qui l'attaque, donc voilà, un build-up toujours aussi faible, quoi, autour du titre d'Euro, quoi. C'est incroyable.
Cross enchaîne les victoires en plus face à la championne donc et à sa challengeuse quoi. Même si elles sont contestables, c'est quand même des victoires que c'est celle qui gagne les trucs quoi. Celle qui emmagasine les victoires ou simili victoires puisque c'est des Beat the Clock Challenge sinon. C'est quand même pas une bonne façon de vendre un pay-per-view. Hein. Franchement, qui en ressort fort? Qui en ressort fort là? Personne, personne. Ripley en interview dit que Charlotte pense qu'elle est meilleure, mais elle ne peut pas tout contrôler. Hein, elle pense qu'elle est meilleure, elle peut pas tout contrôler. Charlotte devrait se préoccuper du match de dimanche plutôt, mais son ego prend le dessus à chaque fois. Hein, elle est trop concentrée sur finalement sur Ripley et pas assez sur ses matchs. Donc dimanche, elle va renvoyer Charlotte back of the line, hein, derrière, au fond de la file, du roster féminin, après l'avoir battu. Et finalement, on a un énième match entre Rhea Ripley et Asuka, hein, encore match de WrestleMania, et finalement Ripley s'impose de façon clean, cette fois-ci, rien à dire, après un match plutôt solide d'ailleurs, et compétitif, ça fait du bien. Flair, hein, qui a pas digéré bien sûr le Riptide plus tôt dans la soirée, attaque Ripley après le match, et ça part en pugilat alors que les officiels tentent de les contenir. Et on voit même Flair qui a même le nez en sang, carrément. Donc j'espère quand même que Charlotte va pouvoir conserver son flair. Pardon, désolé, j'étais obligé de la faire. Donc meilleur moment de tout le build-up, mine de rien, malgré tout. Hein, un mois horrible de build-up, mais on va dire que cette baston là à la fin, hein, deux filles qui veulent en découdre, au moins ça, c'est ce que je veux voir. Voilà, c'est simple, efficace, old school. C'est vieux comme le monde, mais au moins ça fonctionne. Ça c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, comme on dit. Donc là, ça marche. Et même si tout ce qu'il y a eu avant était misérable, maintenant le match est lancé. Le pronostic, il est pas si simple parce que je vous disais tout à l'heure que je vois personne perdre ses ceintures. Je le maintiens. Rhea Ripley pour moi ne perdra pas sa ceinture, du moins pas maintenant. Je pense que si ça doit arriver, ça sera plus pour SummerSlam, à moins vraiment qu'il veuille nous faire un petit coup de Trafalgar justement, et je salue le camarade Trafalgar au passage, pour un cash-in un peu surprise dans la même soirée. Hein, on sait jamais. Hein, si Rhea Ripley reste championne au Money in the Bank et que celle qui va prendre la mallette va cacher sur Ripley, on sait jamais. Mais en tout cas, je la vois pas perdre sa ceinture là. En plus dans le dernier pay-per-view sans public. Donc je serais un peu moche de briser les élans là, les élans des titres qui ont été gagnés notamment à WrestleMania. Donc je pense du coup à Rhea Ripley, ça serait un peu dommage de briser son run maintenant dans un pay-per-view encore mineur, on va dire secondaire, et sans public. Donc attendons pour ça. Maintenant à nouveau, vu que c'est Charlotte Flair en face, je pense qu'ils vont tout faire pour protéger ça. Il va y avoir de la merde. Est-ce que Nikki Cross va être dans tout ça? Parce qu'effectivement, on peut essayer de prévoir le coup d'après. Nikki Cross, finalement, alors même si c'est vraiment de façon complètement ridicule au possible, Nikki Cross a un peu battu les deux. Hein, on peut le dire. Elle a fait le pin sur Ripley. Même si c'est Charlotte qui lui a donné tout, qui a tout fait. Elle a fait le pin, Nikki Cross sur Rhea Ripley. Elle a battu hier Charlotte par des comptes à l'extérieur. Donc finalement, elle est en quelque sorte une challengeuse entre guillemets crédible. En tout cas, elle est challengeuse d'après ce qu'elle a pu faire. Elle pourrait être une challengeuse. Donc, je pense qu'elle s'annonce peut-être même dès lundi prochain, le lendemain du pay-per-view. Elle pourra peut-être essayer d'obtenir un match de championnat face à celle qui sera championne. Ça peut être Ripley comme ça peut être Charlotte. Là, je pense que ça ne me donne pas d'indice particulier, je pense, sur qui peut être championne à ce moment-là. Est-ce que ça va pas se finir en triple threat? J'y crois un peu moins. Tout dépendra du finish de dimanche. Pour moi, victoire quand même de Rhea Ripley, conservation. Il va falloir protéger tout ça. Encore une fois, c'est un peu comme Bayley et Belair. Est-ce qu'ils vont pas un peu prolonger le truc? Est-ce qu'ils vont pas à nouveau faire une fin contestable? C'est pas impossible, parce que bon, il peut y avoir aussi un truc autour d'Alexa Bliss et de Charlotte Flair. Hein, c'est un programme qui est possible, hein, qui peut aussi s'annoncer. Maintenant, bon bah là il y a Bessler, donc on va peut-être attendre encore un peu entre Bliss et Flair. Donc c'est pas impossible qu'il continue encore la feud entre Ripley et Charlotte quoi.
tout simplement, hein, parce que c'est vrai que finalement le roster, il y a beaucoup plus de filles chez Arrow, mais finalement de filles crédibles, il n'y en a pas tant que ça. Asuka, elle a largement eu son temps, elle a largement fait son temps, elle a eu toutes ces opportunités là, donc puis elle a perdu clean hier en plus, donc c'est bon, on a fait le tour malheureusement pour Asuka, mais c'est le jeu, et il n'y a pas grand chose d'autre quoi. Et Bliss, là, Bliss, je serais pas étonné qu'on lui donne sa chance à un moment donné, peut-être même qu'elle a gagné la mallette, hein. On verra bien, ça c'est notre histoire, on en reparlera dans un mois, mais voilà, bon bah il y a Eva Marie aussi, qui est en train de se montrer, hein, qui sera peut-être aussi d'ailleurs celle qui va gagner la mallette par surprise, hein, grâce à son ami Piper Niven, hein. Bref, ça aussi on en reparlera plus tard, une autre fois, mais Flair, pour l'instant je vois pas trop de programme, et Ripley pareil quoi, je vois pas de programme vraiment neuf. Nikki Cross, elle est là en tierce personne, c'est un peu quelque chose de nouveau, enfin pas de nouveau, mais qu'on voit beaucoup actuellement à la VVE, c'est d'utiliser des tierces personnes entre deux personnes qui vont s'affronter pour le titre. C'est comme Kofi, la tierce personne qui s'interpose, on va dire un peu dans la feud entre Drew et Lashley quoi. Pourquoi ils arrêtent pas d'utiliser des pantins entre les deux là à chaque fois, soit pour prendre les pins, soit pour là c'est encore pire. Pour prendre des victoires et prendre plus de momentum aux championnes, à la championne et à la challengeuse, c'est quand même incroyable. Nikki Cross prend plus de momentum que les deux autres, c'est incroyable. Et encore, c'est des trucs de merde. Donc ça la rend même pas over, c'est de la merde. Donc que voulez-vous faire? Donc je serais pas surpris qu'il continue de prolonger le truc. Mais pour moi, victoire de Ripley. Conservation du titre, en tout cas par Ripley, et je pense quand même victoire. Et la fin risque d'être discutable, mais je comprends pas pourquoi ils ont fait un build-up aussi compliqué, aussi ridicule, alors qu'il y avait quand même un historique. Ils ont oublié ce qui s'est passé, le titre NXT que Charlotte a pris à Ripley à Mania 36. Ça s'écrivait tout seul. Il y avait juste à partir de ça, Ripley qui a envie de prendre sa revanche, et voilà. Et elle avait juste à dire, je sais pas, Charlotte qui continue de rouler des mécaniques, voilà, à dire je t'ai pris ton titre, donc je reste la meilleure, de toute façon t'es pas à mon niveau, voilà, je t'ai ridiculisé à Mania 36, etc., etc. Et puis Ripley, elle peut dire oui, mais ça c'était il y a un an, mais depuis, oui, j'ai eu un moment difficile après Mania, oui, il a fallu du temps pour que je m'en remette, mais après, je me suis reprise, pardon, à NXT, je suis revenu un peu au niveau que j'avais, et là je me suis remis la tête à l'endroit, et là maintenant, je suis arrivé dans le main roster, avec l'envie de tout gagner, l'envie de tout déchirer, je suis The Nightmare, et maintenant tu as en face de toi, tu as affaire à une autre Rhea Ripley. Une nouvelle Rhea Ripley qui n'est plus rien à voir avec celle de WrestleMania 36. Est-ce que c'était compliqué de faire ça? Est-ce que c'était compliqué? Et honnêtement, est-ce que c'était pas mieux de faire ça? Est-ce que c'était pas mieux? Les promos s'écrivaient toutes seules. Ça s'écrivait toutes seules. La baston de finale, là, la baston qu'on a eu hier soir, très bien, ça me va. Mais tout ce qu'il y a eu avant, le truc avec Nikki Cross, là, c'était de la merde. C'est de la merde. Il y avait tellement de meilleures façons de faire. Ça m'énerve. Vous auriez même pu faire un segment signature. Un petit segment signature, voilà, c'est classique, mais voilà, ça mange pas de pain. Vous auriez fait ça hier, par exemple, et puis vous auriez fait la baston après, voilà. Il y avait tellement mieux à faire pour au moins nous donner envie. Au moins nous donner envie. Parce que la fiche en elle-même, elle est bien, la fiche. Elle est bien. Mais attention, parce que Rhea Ripley, on sent qu'elle est encore un peu perfectible, un peu green, ce qui est normal, elle a que 24 ans, donc c'est normal. Parce qu'hier, notamment, face à Asuka, il y a un petit moment, un peu de flottement, là, les deux étaient en train de s'échanger des droites, et puis il y a eu une espèce de blanc, comme si Ripley ne savait plus vraiment quoi faire, elle a fallu relancer son assaut. C'était assez bizarre. Asuka, je trouve qu'elle a beaucoup porté le match hier. Donc voilà, Ripley, c'est normal, elle est encore jeune, hein, elle a de l'expérience, mais elle est jeune malgré tout, et faut qu'elle se fasse au main roster, faut qu'elle gagne en assurance, en promo, parce que les promos, c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas, y a pas non plus une grosse alchimie, je trouve, avec Charlotte dans les segments qu'on a pu voir. C'est pas terrible. Je trouve que c'est pas terrible. Ça fit pas trop. J'espère que le match va être de qualité et que Ripley va pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Et ce serait triste qu'elle perde son titre. Pas maintenant, en tout cas. J'espère pas maintenant. Bref, on verra bien. Victoire de Ripley pour moi. Match suivant. Bobby Lashley contre Drew McIntyre dans un Hell in a Cell match. Hein, on est dans la structure de l'enfer et avec une stip plus importante. Si Drew McIntyre perd ce match, il ne pourra plus affronter Bobby Lashley pour le titre. Tant que Lashley sera champion. Ça, c'est important à souligner. Le build-up
on a eu un Open Challenge de Bobby Lashley là, après WrestleMania Backlash. Hein, sauf qu'évidemment Lashley, il avait tout prévu. Je ne veux pas Braun Strowman, je ne veux pas Drew McIntyre, hein, puisque voilà, je les ai battus à Backlash. Hein, et d'ailleurs, salutations à Braun Strowman, hein, qu'on ne reverra plus. Hein, encore un moins. Bref, no comment. Donc il y a Kofi là, la surprise finalement, c'est Kofi Kingston qui se présente et qui bat Lashley. Il bat Lashley à cause d'une intervention de Drew McIntyre qui a frappé Lashley avec la canne de MVP. Donc ça c'était la petite surprise. Et encore une fois, un champion qui perd, c'est super, c'est super. La semaine suivante, on a un Drew McIntyre contre un Kofi Kingston, booké par Adam Pearce pour déterminer le challenger de Bobby Lashley à Hell in a Cell. Le match, d'ailleurs, il est très long, mais il est très bon aussi. C'est vraiment un bon match. Mais malheureusement, à la fin, MVP et Bobby Lashley interviennent pour frapper Drew McIntyre et Kofi et provoquer une double disqualification. Et voilà, la fin de merde, alors que le match était bon. Et encore des fins anticlimatiques, j'en ai ras le cul de ça, j'en ai ras le cul. Et voilà, et évidemment, la semaine suivante, la revanche annoncée, qui est donc le match encore à nouveau entre Drew et Kofi, et la stipulation a été annoncée par Pierce. Lashley et MVP, cette fois-ci, sont bannis du ring, sinon Lashley va être suspendu pendant 90 jours, hein, et donc sans salaire. Drew McIntyre, finalement, va battre Kofi Kingston clean, dans un bon match, encore, grâce à un très beau Claymore en plein vol, hein, dans un match qui permet donc alors à Drew McIntyre d'affronter Bobby Lashley à Hell in a Cell pour la revanche de WrestleMania. Voilà, je pense que certains vont être un peu énervés, parce que c'est encore le même match, c'est encore Drew autour du titre suprême. Je suis d'accord que c'est très répétitif, que ça va en agacer certains, que ça va même faire perdre un peu d'intérêt et même de sympathie peut-être pour Drew McIntyre, pour certains, je pense. Et attention, ça c'est le danger, hein. Attention un peu entre guillemets au syndrome Cena, au syndrome Roman Reigns, quoi, de nous enfoncer un peu dans la gorge la même personne, hein, en tant que babyface. Attention à ce que ça ne se retourne pas contre la VVE, tout ça, et que le public finalement, lorsque le public va de retour, ce sera peut-être pas forcément investi derrière Drew McIntyre comme il a pu l'être il y a un an, hein. Attention. Mais en même temps, qui mettre d'autre? Moi, c'est ça le truc. Moi, sur le principe, je suis pas gêné puisque, oui, il y a eu une. Alors, c'est imperceptible, mais on le voit quand même. Il y a eu une légère distraction de MVP à Mania qui a coûté le match à Drew McIntyre, hein, finalement. Et WrestleMania Backlash, Drew McIntyre n'a pas pris le pin. Donc oui, ils ont protégé le truc et ils ont fait en sorte que ce Drew Lashley, numéro 3, finalement, soit légitime. Donc moi je me plains pas de ça parce que je ne voyais pas d'autres personnes actuellement, d'autant plus que Braun Strowman n'est plus là maintenant. Donc et puis Keith Lee, on sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir, hein, c'est le grand mystère. Donc il y a pas pléthore de choix, hein, en même temps, hein. Donc voilà, et Orton et Styles, qui sont les deux grands noms aussi, sont occupés dans la division tag team. Donc je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre choix. Et Sheamus aussi est champion des États-Unis. Voilà, et en plus il a le pif pété. Bref, voilà. Que voulez-vous faire d'autre? Donc la semaine d'après, Drew McIntyre arrive sur le ring, hein, pour la signature de contrat de Hell in a Cell. Ça y est, le segment signature. Et donc Deville et Pierce sont sur le ring, hein, évidemment, avec McIntyre. Lashley arrive en retard. Il est accompagné de MVP, hein, et de son harem. Hein. Maintenant, il y a son harem, là, il y a toutes les filles, là. Hein, on a l'impression de revoir le Godfather, quoi. C'est incroyable. McIntyre dit que c'est le moment de battre Lashley à Hell in a Cell et de retrouver son titre. MVP dit qu'il doit féliciter McIntyre pour encore avoir manipulé son monde pour avoir ce match. Lashley dit qu'avec cette victoire à Hell in a Cell, McIntyre n'aura plus jamais de match contre lui pour le titre VVE. Ce sera en effet donc la stipulation du match, comme je vous le disais. MVP dit que Lashley a hâte de montrer son titre VVE aux fans, hein, pour le retour des fans. McIntyre dit qu'il accepte, hein, donc cette stipulation, mais il a besoin de quelque chose de la part du champion en retour. Il veut un match sans intervention. Il veut un Hell in a Cell match. Hein. Alors même si c'est un peu facile parce que en soi MVP à WrestleMania il n'est pas intervenu, il y a une toute petite distraction. Il était resté à l'extérieur. Donc je trouve que c'est un peu facile, un peu exagéré de la part de McIntyre de parler d'intervention, parce qu'il n'a pas véritablement eu de la part de MVP, mais bon, c'est pas grave. Il veut un Hell in a Cell match. MVP dit que le champion accepte les termes.
Donc c'est officiel, Pierce fait le changement sur le contrat et McIntyre signe le contrat. Lashley dit que McIntyre va quitter la scène avec toute la honte du monde sur le dos. Lashley signe le contrat à son tour. McIntyre dit qu'il a déjà été dans la cage l'année dernière, on l'a vu, c'était la première fois pour lui. Lashley ne l'a jamais été encore dans un Hell in a Cell. Il a radicalement changé. McIntyre, après tomber du haut de la cage contre Orton l'année dernière, on s'en rappelle, et McIntyre se dit prêt à recommencer l'expérience. Il va utiliser tous les objets à disposition, en plus de la cage, pour retrouver son titre WWE. Ils vont se revoir en enfer. McIntyre sort alors son épée et casse la table en deux avec. Le harem là est en train de crier là. Et on est tous effrayés. Oh là là. Oh là 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 là. Bref, voilà. Voilà pour le segment. En coulisses, Kofi Kingston. Alors un segment très intéressant qui va être peut-être décisif pour dimanche. Donc il faut absolument que je vous en parle. Kofi Kingston et Xavier Woods discutent. MVP arrive alors. Il dit qu'il veut discuter avec Kofi. Kofi demande alors ce qu'il veut. MVP dit qu'il a été vraiment impressionné par son match lundi dernier là, et ainsi que ce soir. Donc il est vraiment impressionné. Mais il n'est pas surpris de le voir perdre quoi. Parce qu'il a perdu Kofi ce soir-là, il avait perdu. MVP dit qu'il représente Lashley, mais il a été un fan de Kofi pendant la Kofi Mania. C'est vrai, on se rappelle de la fameuse image avec le regretté Chad Gaspard, où il avait la larme à l'œil. Et il le dit d'ailleurs, il dit « J'ai pleuré moi en voyant Kofi remporter ce grand match de WrestleMania 35, un champion dont il était fier, MVP. Est-ce que Kofi s'est demandé pourquoi est-ce que la Kofi Mania s'est terminée? Car il n'est pas Bobby Lashley. MVP n'a vu qu'un aperçu du Kofi capable d'être champion, sauf qu'à la fin de son match contre McIntyre, Kofi a serré la main de McIntyre. Comme si Kofi ne voyait rien de mal dans une défaite, quoi. Donc la Kofi Mania s'est terminée, car Kofi l'a arrêté lui-même. C'est de sa faute. Kofi dit qu'il n'a pas besoin des conseils de MVP. Ses amis et sa famille lui donnent de la motivation. Il fait tout ça car il y a quelqu'un à la maison qui a envie d'être comme lui. Voilà une promo très babyface. On dit que Lashley fait ce qu'il fait pour l'argent. MVP dit non, non. Lashley le fait aussi pour le titre, le prestige et tout l'attirail qui va avec. Voilà, et il s'en va. Et donc on a un segment très intéressant en termes de storytelling. Ça m'a bien plu. C'est l'une des rares choses à Raw qui était intéressante la semaine dernière. Et on en revient donc au Raw d'hier. McIntyre affrontait Jay Styles, le match qui a été annoncé. Il dit, en promo, McIntyre dit qu'on devrait appeler Lashley Trashly, voilà le jeu de mots. Ce soir, il va affronter Jay Styles alors qu'il se dirige vers l'enfer. Ça va demander une stratégie particulièrement intelligente pour entrer dans ce match. Sa stratégie pour dimanche, pour Hell in a Cell, elle reste secrète, mais elle est bien calculée pour que ça se termine avec lui comme champion. Avec un Claymore, bien sûr. Lashley dit que McIntyre... Lashley fait une promo à son tour plus tard en disant que McIntyre sera enfin hors course et qu'il aurait souhaité n'avoir jamais entendu son nom après le match. Et il va exécuter publiquement la peine capitale pour McIntyre. Et Lashley promet de mettre la tête de McIntyre au-dessus d'une pique. Ah ouais, c'est violent. MVP discute à nouveau avec Kofi, donc la suite du segment de la semaine dernière, encore un segment très intéressant. Il y a Xavier Woods est à côté de Kofi, cette fois-ci il est présent, alors que la semaine d'avant il était parti. Et donc MVP demande à Kofi s'il a réfléchi après la semaine dernière et sa défaite face à RK Bro ce soir, puisqu'effectivement il y a eu un très très bon match, excellent match que je vous conseille entre RK Bro et les New Day hier soir. Sauf que RK Bro ont gagné, le pin a été fait par Orton sur Woods. Intéressant, puisque c'est pas Kofi qui a pris le pin. Et justement, MVP dit que la Kofi Mania est morte, il le redit, et s'il veut un autre règne, Kofi, il faut regarder devant lui. Et donc du coup MVP dit que Kofi gaspille sa carrière là, en étant en équipe. Et il ne s'entoure pas des bonnes personnes, notamment la personne qui est à sa gauche là. Il le dit, et il désigne Xavier Woods. Et donc il dit ce soir, il prend pas le pin effectivement, donc comme je vous disais, c'est Woods qui a pris le pin, c'est pas Kofi, mais au final, vu que c'est un match tag team, il reste un loser Kofi. Alors que si c'était un lutteur solo, s'il perd un match solo, c'est de sa faute à lui et à personne d'autre. Mais là, maintenant c'est la faute de toute l'équipe. Enfin, il devient loser parce que Woods a pris le pin quoi. Donc Kingston à ce moment-là dit à MVP de
voilà, de la fermer, rester silencieux, parce que s'il veut pas avoir besoin d'une deuxième canne, hein, comme il dit, puisqu'il a toujours sa canne là, il dit je serai jamais d'accord avec toi MVP, je serai jamais d'accord. J'ai tellement eu de succès à la VVE, hein, et c'est grâce à mes amis, hein, à mes proches, à mes frères, et MVP doit vraiment passer à autre chose là. Faut arrêter son forcing. MVP, avant de s'en aller, dit une phrase qui était très 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 drôle, en disant qu'il aimerait bien lui souhaiter bonne chance pour dimanche, hein. Ah non, ah merde, j'oubliais, t'as pas de match dimanche à LNSL. Et il s'en va. Encore un mind game aux petits oignons de la part de MVP. J'ai bien aimé ce segment et c'est bien entendu encore un élément très important et intéressant pour la suite. Et pour la petite histoire, dans le main event, Drew va finalement battre AJ Styles par DQ seulement, suite à une intervention de Bobby Lashley qui était un peu prévisible. C'est dommage car c'était encore un assez bon match, mais encore un finish anticlimatique. Et ça se transforme d'ailleurs en 3 contre 3 entre Drew McIntyre et les Viking Raiders contre AJ Styles, Omos et Bobby Lashley, puisque comme je vous disais, les Viking Raiders, AJ Styles et Omos ont commencé une feud. Et au final, on a AJ Styles qui foire son tag sur Omos, hein, il fait une espèce de... C'est un peu comme s'il trébuchait, et du coup, au lieu de faire le tag sur Omos, il fait le tag sur Lashley. Du coup, Lashley a l'air un peu surpris, et du coup, il est pas concentré, il rentre sur le ring, et puis boum, Claymore de Drew McIntyre qui s'impose, 1, 2, 3. Donc victoire de la team Drew Viking Raiders. Encore une fois, un booking bizarre, avec la défaite du champion, à 6 jours du pay-per-view. C'est quand même une fâcheuse habitude que j'aime vraiment pas du tout, de faire perdre les champions comme ça avant pay-per-view. On ne les rend pas forts, je ne comprends pas ce genre de booking. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est assez bizarre, puisque finalement Drew McIntyre, et là il arrive à porter un Claymore sur Lashley, alors que finalement, l'histoire à Mania, c'était quoi? C'est qu'il avait pas réussi à porter de Claymore à Lashley. Il n'avait pas réussi. Donc du coup, là, il arrive à le faire dans un match. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage que du coup, qu'on nous le fasse comme ça, quoi. Bah voilà, bon, bah, en fait, l'histoire est finie. Il a battu Lashley et il a porté un Claymore. Voilà. Non mais ok, c'est pas pour le titre, mais il l'a fait. Ça y est, il l'a fait son Claymore. Donc rien que ça, déjà, de voir que Drew McIntyre a réussi finalement à battre Lashley, même si c'est pas clean, hein. J'ai pas trop compris cette histoire de cette façon de trébucher des Jay là qui a pas réussi son tag. Je vois pas si ça cache quelque chose, est-ce qu'il a fait exprès ou pas. On va pas commencer à mettre de la merde entre Omos et AJ, hein. Est-ce que AJ de mèche finalement avec MVP? Mais je pense pas, parce qu'il y a rien de... même MVP semblait surpris, donc je pense pas, il y a pas de truc comme ça. On va dire qu'il a fait exprès, qu'il a vraiment trébuché, hein. Enfin, in kayfabe, il a vraiment trébuché. Et il a fait le tag sur Lashley, on va dire que c'est ça. Une façon de protéger Lashley peut-être dans la défaite. C'était vraiment, en tout cas, une drôle de façon de faire. Pronostic, victoire de Lashley, conservation, aucun doute là-dessus. Encore une fois, je vous le dis, pas de changement de ceinture. Les titres principaux ne changeront pas d'ici, je pense, au moins SummerSlam. Sauf petite surprise au niveau des mallettes, hein, comme je vous disais le mois prochain. Voilà, et puis justement, cette victoire de Drew la veille, enfin hier soir, je veux dire, bah, c'est une façon de le remercier et de lui dire bon ben voilà, t'auras eu au moins ton pin sur Lashley, t'auras eu au moins ta petite récompense, mais faut pas déconner, dimanche tu ne gagneras pas, tu ne reprendras pas ce titre, hein, pour la 3e fois quand même déjà en un peu plus d'1 an, ça serait quand même beaucoup. Et puis voilà, bon Lashley, je pense que c'est le champion dominant, je pense qu'il plaît bien à Vince là, avec un MVP qui fait un excellent boulot aussi en tant que manager, et donc je pense que c'est parti pour durer encore au moins jusqu'à SummerSlam. Maintenant, il y a toujours cette rumeur de Lesnar, mais il se dirait que finalement, il n'y a jamais été question que Lesnar revienne tout de suite. Le Lesnar contre Lashley n'a pas l'air d'être dans les tuyaux, donc maintenant il faut toujours se méfier des rumeurs. Hein, on peut toujours être surpris, mais pour l'instant, on ne partirait pas vers un Lashley contre Lesnar. Donc à voir. C'est pas facile de voir ce qui se trame autour du titre d'Euro, le titre suprême de la VVE, pour SummerSlam, hein, si on ne fait pas revenir Lesnar. Keith Lee, comme je vous disais, voilà, bon, dans une situation assez mystérieuse, on va dire. On a l'impression qu'il a un gros problème de santé, et on attend toujours qu'il nous explique ce qui se passe avec lui. Ça m'inquiète, hein, je pense que je suis pas le seul à être inquiet. Maintenant, est-ce que cette fin d'hier soir ne commence pas à annoncer un truc entre Lashley et AJ Styles, peut-être? Bon, ça serait du heel contre heel, mais peut-être que à force, ils vont peut-être retourner face et AJ, sait-on jamais. Est-ce que c'est pas déjà une petite première graine plantée pour la suite? Mais ça va pas aller jusqu'à SummerSlam, parce que c'est dans 2 mois, c'est encore trop loin. Donc peut-être pour Money in the Bank, éventuellement, pour avoir un challenger de transition pour Lashley contre AJ Styles, peut-être.
Voilà, je vois que ça pour l'instant. Par contre, Drew McIntyre, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Puisque, évidemment, mon pronostic, du coup, victoire de Lashley, ça veut dire que Drew n'aura plus de chance pour le titre. Hein. C'est ça la stipu, attention. Donc s'il a plus de chance pour le titre contre Lashley, en tout cas tant que Lashley sera champion, bah, il va falloir le mettre sur un autre programme. Donc là, il va falloir sortir autre chose. Et voilà, bah, je vais vous ressortir mon Jinder Mahal, mais c'est Jinder Mahal qu'on l'a vu un tout petit peu à la main event, mais pour l'instant il fait pas grand chose. Hein. Une fois à Raw de temps à autre, mais vraiment très rarement. Voilà, il fait rien. Pour McIntyre contre Mahal, c'est vraiment pas très intéressant. Hein. On sait bien qu'ils sont amis, il y a un passif, les Frameby, etc. Mais il va bien falloir trouver quelque chose hein, pour Drew McIntyre. Et puis bon, il n'y a toujours pas de draft. Il n'y a pas de draft, donc tant qu'il n'y a pas de draft, hein, on va rester là-dessus. Donc est-ce qu'on va pas ressortir encore les légendes? John Cena, on le sait bien, mais il a l'air d'être plus parti pour Reigns. Edge, on sait toujours pas ce qu'il va faire. Voilà. Donc voilà, hein, Samoa Joe, on sait très bien, hein, il a l'air d'être parti pour NXT. Brian, il est parti, on sait pas ce qu'il va faire. Voilà, et The Rock, hein, c'est pas pour tout de suite, et puis bon, ça sera pas pour le titre d'Euro. Hein. Donc il n'y a pas pléthore de possibilités, hein. C'est ça le problème. Donc voilà, donc victoire de Lashley. Maintenant, oui, ce qui se passe autour de Kofi, le mind game, est-ce qu'il va pas déjà faire son œuvre pour dimanche? Est-ce que Kofi va pas finalement faire gagner Bobby Lashley? Est-ce que c'est pas finalement Kofi qui va être l'adversaire de Lashley à SummerSlam? Est-ce que c'est pas ça l'histoire finalement? Même si bon, bah, ils sont déjà affrontés récemment. Hein. Alors, il l'a battu par surprise, comme je vous le disais. Kofi avait battu Lashley, mais bon, il y avait un coup de canne hein, grâce à McIntyre. Mais oui, une possibilité peut-être on va dire d'un Hurt Business 2.0 autour de Kofi peut-être et de Lashley et avec MVP. Woods n'étant pas visiblement dans les petits papiers de MVP, donc on peut avoir peut-être est-ce qu'on peut pas avoir un twist et que ce sera finalement Woods qui va rejoindre le clan d'MVP et au détriment de Kofi. Ils vont peut-être le faire dans ce sens-là, mais si on brise les New Day, ça va faire encore une équipe en moins, hein, parce que Riker et Elias, on les a aussi enlevés. À un moment donné, il va plus rester grand-chose, donc je reste perplexe, mais je suis quand même un petit peu hypé par l'histoire autour de Kofi et de MVP, voir jusqu'où ça va aller. Un match entre Lashley et Kofi pour le titre. Est-ce que, au contraire, Kofi va finalement trahir son pote Xavier Woods, chose à laquelle on ne peut pas croire actuellement, mais pourquoi pas? Il faut bien que ça serve à quelque chose, ces petits mind games de la part de MVP. Mais je trouverais ça un peu tôt. Si c'est pour que ça arrive dimanche, je trouverais ça très prématuré, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien, absolument rien, qui laisse augurer d'un changement d'orientation de la part de Kofi. Je veux bien qu'il ait eu un dernier petit mind game à la fin en disant ah ben non en fait ah non mais c'est vrai j'ai oublié t'es pas du pay-per-view dimanche t'as pas de match ah bah oui ça peut éventuellement rentrer un peu dans sa tête mais c'est encore trop light pour qu'il fasse quelque chose comme ça dimanche quoi. Je pense pas mais à voir les agissements l'attitude de Kofi. Le match peut être très bon hein, dans la cage. Il peut y avoir plein de choses, hein, évidemment, des escalades, des chutes, hein, évidemment. McIntyre va peut-être vouloir à nouveau bumper contre la table comme il l'a fait l'année dernière. Attention parce que Lashley, effectivement, on l'a pas encore vu à l'Hell. Le McIntyre, il a eu son premier Hell l'année dernière, il l'a perdu. Là, c'est son deuxième. Mais comme je donne victoire de Lashley, peut-être que du coup, bah, ça va devenir un peu le Hell va devenir la bête noire de McIntyre. Hein, peut-être 2 défaites en 2 matchs pour lui. Hein, on va peut-être partir sur ce palmarès-là. On verra. En tout cas, le match peut être pas mal, avec peut-être un peu d'overbooking, autour de MVP, autour de Kofi Kingston, voire de Xavier Woods, mais voilà, je vois pas plus de personnes, parce que je pense que ce qui s'est passé autour des Viking Raiders, AJ Styles et Omos, on va les laisser entre eux. Je pense pas que ça aura d'incidence sur le match de championnat. Et on va passer tout de suite à ce qui devrait, à mon avis, être le main event, parce que il y en a qu'un seul maintenant qui se prétend être le main event de la WWE. C'est Roman Reigns, le head of the table, le tribal chief qui va défendre son titre, le Blue Universal Championship contre Rey Mysterio, également dans un Hell in a Cell match, hein, évidemment. Alors comment on en est arrivé là? C'est toute une histoire, il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer d'aller vite. Donc ce qui s'est passé après Backlash, c'est que Jimmy a obtenu un match inédit face aux Street Profits pour le grand retour des Usos en équipe.
Voilà, c'est vrai que c'est un match qui donnait envie, les Usos contre les Street Profits. Le problème, c'est que Jay, il est toujours tiraillé, lui, entre son frère et Roman Reigns, hein, qui lui met la pression, hein, et en le poussant à ne pas faire ce match par équipe avec Jimmy, et arguant que Jimmy est en train d'être égoïste en agissant comme ça, et qu'il ne pense pas aux intérêts de la famille. Voilà. La semaine suivante, le match aura finalement bien lieu entre les Street Profits et les Usos. Les Usos se disent contents d'être de retour en équipe pour la première fois depuis plus d'un an. Reigns veut cependant connaître les intentions de Jimmy. Il répond que le but est d'avoir les titres par équipe et de les mettre aux côtés de la ceinture de Reigns. Reigns dit alors que Jimmy semble avoir compris et il est heureux pour eux. Il leur souhaite bonne chance, Jimmy s'en va, puis Jay dit à Reigns que même s'il est avec Jimmy ce soir, il reste toujours avec lui, avec Reigns. Le match a lieu dans la foulée et les Usos finalement battent les Street Profits grâce à un super kick de Jimmy sur Montez-Ford. Jimmy Uso vient alors voir Adam Pearce et souligne justement leur victoire. Et Pearce dit que c'était une victoire impressionnante, effectivement. Les Usos veulent un match, évidemment, pour les titres par équipe, la semaine suivante. Adam Pearce officialise le match. Ce sera donc au final contre les Mysterio, hein, puisque les Mysterio, dans l'intervalle, auront finalement battu Roode et Ziggler dans le main event pour conserver leur titre. Dans les coulisses, Roman Reigns est rejoint par Jey Uso. Reigns lui parle du match de championnat tag team de la semaine prochaine. Pourquoi Jay lui a-t-il dit qu'il était avec lui? Qu'en est-il arrivé? Qu'est-il arrivé au nous? Le fameux nous. Tout ce qu'ils ont vécu ces derniers mois. Tout ce que Reigns voulait, c'était le meilleur pour lui. Il est le main event, Jey Uso. Lorsque Jay est avec Reigns, il dirige SmackDown. Lorsque son frère revient, il est de retour au match d'ouverture. C'est quoi ce bordel? Reigns ne veut pas que Jay revienne à l'endroit où il était lorsque les gens le regardaient comme ça, ils se demandaient lequel des deux Usos il était, quoi. Très très bon mind game encore de la part de Reigns qui met encore Jay sous pression. La semaine suivante, Roman Reigns et Paul Heyman arrivent sur le ring. À la fin du dernier SmackDown, donc Reigns n'était pas content. Et il a changé finalement d'avis sur l'opportunité pour les titres par équipe des Usos. Il veut les voir gagner. Alors ne perdons pas plus de temps. Les Usos le rejoignent sur le ring. Jay dit bonjour à Reigns, qui dit à Jimmy que c'est à son tour de le reconnaître là. Reconnais-moi maintenant. Jimmy répond qu'il ne pensait l'avoir déjà fait à Hell in a Cell l'an dernier, lorsque Reigns les avait tous les deux étouffés là. Mais ce soir, c'est autre chose. Ce soir, ils vont devenir champions par équipe. Roman Reigns met alors la pression sur les Usos pour qu'ils prennent ces titres, hein, en disant notamment que toute la famille les regardait. Et donc il leur souhaite bonne chance. Le match a lieu dans la foulée. Et finalement, Dominic Mysterio va battre Jimmy Uso avec un roll-up. Sauf qu'après plusieurs ralentis, on voit que Jimmy avait l'épaule relevée durant le pin, donc c'était pas clean. Dans les coulisses du coup, les Usos sont avec Roman Reigns. Jimmy donc dit à Reigns qu'ils se sont fait avoir là, parce que son épaule était relevée. Donc Reigns répond qu'ils ont perdu contre un enfant, hein, carrément. Mais il reste du temps, hein, il vous reste du temps là dans ce show. Alors, vous feriez mieux d'aller voir Adam Pearce et Sonya Deville, hein, ou quelqu'un d'autre, hein, pour arranger ça. Reigns s'adresse alors aux Usos en disant « Mais avant que vous partiez, je voudrais que vous compreniez ma position. Vous êtes 6 fois Tag Team Champions, là. Mais vous n'avez fait qu'un seul WrestleMania. » Bon, là, à ce moment-là, ils se trompent d'ailleurs. Hein. En fait, ils en ont fait 2. Hein, si on regarde, en tout cas, la carte principale, ils ont fait Mania 34, Mania 35. Bon, c'est pas très grave, mais là-dessus, Reigns se trompe, il dit qu'ils n'ont fait qu'un seul Mania. Mais c'était 2. En moins d'un an, Jay a clôturé le show et a tenu la tête haute pour que le monde le regarde. Donc du coup, Reigns demande alors à Jimmy s'il comprend maintenant sa position concernant son frère. Sauf que Reigns, là, quand il dit ça, il regarde Jay lorsqu'il pose la question. Comme s'il se trompait de personne, sauf que c'est bien sûr une erreur volontaire de sa part. Hein, il parle de Jimmy en regardant Jay, mais Jay répond qu'il n'est pas Jimmy, justement. Et Roman dit, de toute façon, au train où vont les choses, ça n'a pas d'importance. Superbe segment, encore une masterclass de mind game, encore, un peu comme MVP du côté de Raw. Roman Reigns, lui, encore impeccable à ce niveau-là aussi. Quel manipulateur hors pair. Dans les coulisses, les Mysterio quittent le Thunderdome, parce que ils ont fini leur soirée. Mais Adam Pearce et Deville les arrêtent pour leur apprendre que l'arbitre a fait une erreur et qu'un rematch va avoir lieu ce soir, hein, face aux Usos. Et les Mysterio, alors là, ils sont très 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 sympas. Ils ont déjà eu leur match, mais ils acceptent sans rechigner, quoi. Ok. Le match du coup a lieu.
Mais finalement, Roman Reigns va intervenir, hein, puisqu'il il va porter un Superman Punch à Dominic pendant le match, provoquant une victoire des Mysterio, mais par DQ. Et donc après le match, Roman Reigns fait un spear à Rey Mysterio et continue l'attaque sur le père et le fils. Il prend les escaliers, il frappe Dominic ainsi que Rey, il remet Dominic sur le ring et il lui applique une guillotine. Jimmy Uso lui dit non mais arrête, arrête. Il préfère s'en aller là, Jimmy, en demandant à Jay de venir et de le suivre. Et Jay là, on le voit, il est un peu tiraillé, mais il est retenu à ce moment-là par Roman Reigns, qui en rajoute une couche avec des coups d'avant-bras et une grosse powerbomb sur Dominic. Voilà comment se terminait le show de la semaine d'il y a 2 semaines. Et donc le dernier show là, de la semaine dernière, Roman Reigns regarde la télé, là on le voit dans son salon. Il dit à Jay qu'il les a sauvés la semaine dernière. Quelle est la seule chose qui ne défendra pas? Jey Uso répond, le fait d'humilier la famille. Oui, Reigns dit que Jay a compris, mais pas son frère. Donc là, la musique des Uso retentit, on voit Jimmy là qui lui, il vient seul, il vient sur le ring, pendant que donc Reigns et Jay le regardent à la télé, là, dans les coulisses. Et il y a Jimmy qui fait sa promo là et qui dit que la semaine dernière là, c'était censé être une célébration. Ce soir, ils étaient censés venir en tant que 7 fois champion par équipe, mais non. Il n'essaie pas de faire des excuses, hein. Il sort les faits, quoi. En premier lieu, l'arbitre n'a pas vu que son épaule était relevée, hein, dans le premier match, et ils ont eu une seconde chance. Mais celui qui est au bout de la table, là, Roman Reigns, il a mis le nez dans ses affaires, et il est venu, et il a attaqué Rey et Dominic. Donc Jimmy, il sait quel est le problème. Roman Reigns est jaloux du fait qu'il soit de retour, et qu'il veuille que son frère soit avec lui. Il est jaloux qu'il veuille représenter la famille, et avoir tout l'or, comme lui. Et Jimmy voit clair en son jeu, Reigns essaye de lui enlever Jay, et que Reigns l'écoute, il promet qu'il va faire quelque chose qu'il ne regrettera pas. Roman Reigns dit alors à Jay de s'occuper de ça, et ce dernier s'en va. Dans les coulisses, on a Jimmy qui est rejoint par Jay justement, et lui dit qu'il est son frère, c'est sa famille, c'est son ami là, Jay. Roman Reigns déshonore la famille. Jay dit que Jimmy il était pas là pendant 1 an là, il était absent, il était blessé, il était pas là. Alors et du coup il est resté loyal auprès du chef de tribu. Alors qu'est-ce que je dois faire? Donc Jimmy répond que si Roman Reigns veut le voir, il sera dans son vestiaire. Voilà. Et un peu plus tard dans les coulisses, il y a Roman Reigns qui est rejoint par Jey Uso et Reigns il demande où est Jimmy. Jay répond que Jimmy l'attend dans son vestiaire. Donc Reigns ça le fait rire, il lui dit de dire à Jimmy ok oui, j'arrive. Mais ça le fait rire, il dit ah les Uso, vous avez un vestiaire vous? Non mais c'est une blague quoi. Bref, dans les coulisses il y a Megan Moran qui était avec Rey Mysterio pour avoir un update sur l'état de Dominic. Rey qui répond que Roman Reigns l'a blessé comme si c'était une sorte de proie. S'il s'attaque à son fils, alors Rey va aller le chercher. Voir son fils souffrir, c'est la pire des tortures. Il a juré le jour de sa naissance qu'il était responsable de son fils et qu'il allait le protéger. Il a échoué la semaine dernière et à la fin de la soirée, il sera sur le ring et il va l'appeler. Il va le call out. Si Reigns vient, il lui montrera à quoi ressemble une famille. Et dans les coulisses, Roman Reigns est avec les Uso. Reigns montre sa ceinture à Jimmy et il lui demande s'il comprend là maintenant. Il comprend. Jimmy répond qu'il n'en a rien à faire de cette ceinture. C'est pas si important le titre, c'est pas ça qui est important. Ce qui importe c'est le cœur. Il l'a vu faire des choses comme ça depuis le début, depuis qu'ils sont enfants. Il utilise et abuse du système. Il l'a vu faire ça avec Jay pendant 1 an. Il ne veut pas prendre sa place. Reigns sera introduit au Hall of Fame. Ça c'est sûr, ça va arriver un jour. Mais pas en tant que Roman Reigns, mais en tant que spoiled bitch. Une salope gâtée, si je puis dire. Reigns, ou un enfant gâté, mais vraiment, voilà. Reigns et Jimmy commencent alors à crier tous les deux en même temps. Jay, là, il en peut plus, il est au milieu de tout ça, il leur dit de se taire, il en a marre des deux, il s'en va. Jimmy, dit alors à Reigns, t'as vu ce que tu viens de faire là? Et demande à Reigns alors, s'il veut l'affronter là, parce que là, ça commence à monter. Reigns dit, mais pourquoi? Pourquoi? On n'est plus des enfants là. C'est le business familial ça. Ils prennent des décisions avec le cœur. Faut prendre des décisions avec le cœur et non avec la tête. C'est comme ça qu'ils représentent la famille. Qui est né en premier entre toi et ton frère? C'est toi, Jimmy. C'est toi l'aîné. Alors, tu devrais savoir quoi faire par toi-même. Tout ce qui compte, c'est nous. It's all about us.
Le seul moyen de gérer, c'est d'être les meilleurs, comme depuis toujours. Alors pourquoi il agit ainsi et laisse partir Jay sans rien dire? C'est son frère. Faut pas faire ça à son frère, quoi. Donc Reigns dit de faire ce qui est bien pour la famille. Jimmy alors s'en va. Et on a encore vraiment un grand numéro de manipulation de la part de Reigns, hein, encore impeccable. Et au final, donc le segment final, Rey Mysterio qui fait son entrée sur le ring. Et bien sûr, il appelle Roman Reigns, hein, il le veut là. Et finalement, Reigns fait son entrée avec Paul Heyman, ça prend 3 plombes. Rey Mysterio dit qu'il reconnaît Roman Reigns, mais il le reconnaît comme une salope, un bâtard là, qui a mis ses mains sur son fils. Il le reconnaît comme un homme contre lequel il est prêt à se battre, même s'il perdait. Même s'il perdait. Il le reconnaît comme un homme contre lequel il veut se battre dans la cage, à Hell in a Cell. Reigns répond qu'il reconnaît Rey Mysterio comme un père. Et là, il le laisse pas finir. Mysterio l'attaque à coup de kendo stick. Reigns arrive alors à le mettre à terre. Il le porte pour lui faire une powerbomb, mais Mysterio le contre et l'attaque encore avec un kendo stick. Reigns arrive alors à le contrer et veut lui faire un spear. Ouah. Sauf que Dominique Mysterio, finalement, qui a vite récupéré hein, depuis la semaine d'avant, il arrive, il l'attaque, et lui aussi avec un kendo stick. Reigns le porte, il lui fait un énorme powerbomb là, avec une espèce de contre-plongée très spectaculaire qui donne l'impression que Dominique a valdingué de 3 mètres. C'était assez impressionnant. Depuis la 3ème corde, donc il passe complètement de l'autre côté, Dominique. Rey Mysterio lui met un coup de kendo stick dans le dos et Reigns quitte le ring et les officiels arrivent pour les arrêter et on s'arrête là pour le build-up. Donc ça c'était lors du dernier SmackDown, donc il y aura encore un dernier SmackDown pour builder ça. Voilà où on en est. Je trouve ça un peu à l'image du Hell in a Cell match entre Drew et Lashley. Je trouve que c'est un peu facile encore de faire ça dans un Hell in a Cell match. Puisqu'il n'y a pas grand chose qui le justifie en soi. Hein. C'est juste un père qui a envie de se venger hein, après ce que Reigns a fait subir à son fils. Il n'y a pas besoin de cage en fait. C'est juste un règlement de compte, point barre. Je trouve que c'est un peu facile. Il n'y a pas d'intervention. À la limite, s'il avait dit je veux pas des Usos, je veux pas qu'il y ait d'intervention, je veux que ça reste entre nous, donc on va faire ça dans une cage. Ça, à la limite, ça serait passé parce qu'au moins, voilà, ça justifie un peu plus le fait de faire ça dans un Hell in a Cell match. Mais là, il s'agissait même pas d'intervention. Si vous réglez ses comptes, mais qu'il le fasse. Mais la cage, je trouvais que c'était un peu facile. Bref, c'est pas grave. Puis de toute façon, Rollins Cesaro, ils sont encore en feud. Donc il y avait éventuellement la possibilité d'avoir un Jimmy contre Reigns. C'était la seule vraie autre possibilité. Ils l'ont pas fait. Mais donc Rey Mysterio, ça sort un peu de nulle part. Hein. On s'entendait pas forcément il y a encore un mois que ça arrive, même si les rumeurs commençaient à bruisser autour d'un match entre Reigns et Mysterio à Hell in a Cell. Voilà, c'est chose faite. Le pronostic, il est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin de passer 3 heures dessus. Hein. Victoire de Reigns, conservation bien entendu. Hein, Reigns, ce sera le champion qui sera là devant le public à SummerSlam et avec la ceinture. Voilà, on sait très bien, Vince, il a envie que Reigns soit sa tête d'affiche pendant très longtemps, son champion suprême. Voilà, si pour l'instant, même Cena, on parle de Cena peut-être à SummerSlam, on verra bien, puisqu'on annonce déjà sa présence peut-être à SmackDown avant Money in the Bank. On verra bien. Mais même s'il y a Cena, ça changera rien. Il n'y a que le Rock éventuellement qui pourrait éventuellement lui poser problème. Peut-être Lesnar. Mais c'est pas tout de suite, On peut même attendre WrestleMania 38 peut-être. Le règne de Reigns va durer très longtemps, hein, il faut le dire. Et puis là, on le voit bien, à SmackDown, c'est lui qui porte le show. Hein, on le voit au début, au milieu, à la fin. Voilà, pour lui, c'est lui qui porte tout. C'est le head of the table, c'est le tribal chief. Et il domine le show. C'est le main event. Hein, voilà. Donc lui, il est pas là pour faire l'opener, il est là pour faire les main events. Et c'est ce qu'il faisait avec Jey Uso. Il a conduit Jey Uso vers le main event, c'est ce qu'il dit. Main event Jey Uso. Donc Jimmy, on attend de voir ce qu'il va faire. Élément possible. Moi, je verrais un petit scénario possible, c'est que cette fois-ci, l'issue de ce match soit justement le moment où Jimmy va prendre sa décision et finalement rejoindre la famille, se ranger du côté de son frère et de Reigns pour faire gagner Reigns et pour qu'on ait cette fois-ci un clan heel au complet pour ensuite, justement, vu que ça concerne les Mysterio, justifier aussi un 3e match entre les Usos et les Mysterio pour les titres par équipe, puisque finalement, les Usos n'ont jamais vraiment perdu clean contre les Mysterio. Hein. Je vous rappelle que c'était donc une épaule levée et que donc c'était pas valable cette victoire de Mysterio. Et puis la deuxième fois, c'était une victoire de Mysterio par DQ. Donc il n'y a pas de défaite clean des Usos, donc c'est quand même protégé. Donc je pense que les Usos sont amenés à prendre les titres au Mysterio, peut-être à SummerSlam. Je pense que c'est même un match possible, Usos Mysterio.
pour SummerSlam. Je verrais bien ça, mais cette fois-ci avec un Jimmy aussi en position de heel. Je verrais plus ça plutôt que des Usos face. Hein. Je pense pas que ce soit Jay qui va revenir du côté de Jimmy pour s'émanciper du Tribal Chief. Je pense que c'est plus un trio heel qui va bientôt se former. Voilà, je pense que c'est ça. Et le dernier SmackDown va peut-être nous donner un ou deux éléments supplémentaires pour affiner notre pari. Pas le résultat, hein, parce que le pronostic du résultat on le connaît tous, mais au moins peut-être sur le scénario. Peut-être que l'intervention de Jimmy pourrait être intéressante. Et on verra bien ce qui se passe à SmackDown. Moi je verrais bien ça en tout cas. Parce que évidemment, c'est pas parce que tu fais un match dans une cage de Hell in a Cell qu'il ne peut pas y avoir d'intervention extérieure. On l'a vu 150 fois. Hein, la cage, la porte qui s'ouvre, hein, on force le cadenas avec une pince, on escalade, on détruit un morceau de la cage. Enfin bref, il y a tout un tas de façons de faire. Il suffit de regarder le Hell in a Cell de l'année dernière, hein, notamment entre Orton et Drew McIntyre, qui sont passés aussi au-dessus de la cage. Voilà, donc il y a des façons de faire. Donc des interventions, oui, c'est pas impossible. Plus autour des Usos. Je vois rien d'autre. Ouais, parce que Dominique, bien sûr, Dominique, il va certainement faire quelque chose avec quelques coups de kendo stick peut-être sur les Usos. Voilà, ce qui permettra justement de builder encore un peu plus leur feud et leur match, peut-être leur prochain match entre les Usos et les Mysterio. Voilà, donc pour moi, victoire de Reigns, aucun doute possible. La cote est tellement infime qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir. Mais le match peut être très bon. Voilà, on a une vraie opposition de style entre Reigns et Mysterio, donc c'est un match qui peut être vraiment sympathique, qui va faire le main event, je pense, hein, puisque maintenant Reigns, il le dit lui-même, c'est lui le main event, donc je pense qu'il va clôturer tout ça. Et voilà, et on va peut-être finir sur un choking moment avec Jimmy, qui va tomber du mauvais côté de la famille. Ça y est, enfin. Voilà donc ce qu'on pouvait dire donc sur le pay-per-view sur Hell in a Cell. J'espère que cette vidéo pronostic vous plaira. Hein, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de contexte. Comme je vous le disais, j'aime bien quand même un petit peu plus m'épancher sur les pronostics, sur les contextes, sur mes fantasy bookings, sur la façon dont je raisonne pour vous expliquer pourquoi je pronostique tel ou tel lutteur gagnant et pour quelle raison. Donc j'aime bien faire ça, et je vois que mes vidéos pronostics sont beaucoup regardées, donc je pense que la durée n'est visiblement pas un problème pour vous, et ça me fait plaisir. En revanche, comme je vous disais, les vidéos review vont être maintenant beaucoup plus courtes. On va pas faire de play-by-play, on va passer directement au résultat, et je vous donnerai mes avis juste après. Voilà, ça ce sera pour ma vidéo de la semaine prochaine, qui devrait sortir dans la nuit de lundi à mardi. En général, c'est avant Raw, si tout va bien. Je pense que ce sera le cas. Voilà, on verra bien. En tout cas, ça va être un pay-per-view au moins qui va être court, de 2h45 à peu près, 3h maximum, avec 6 matchs, probablement 6. Donc ça va être encore très digeste. Et voilà, il va falloir tenir le coup. C'est le dernier pay-per-view dans le Thunderdome. Et le public arrive le mois prochain. Ça va faire plaisir. Mais voilà, globalement, un pay-per-view de transition, je pense qu'il n'y aura pas de changement de ceinture. Je pense pas. Je vois pas de changement. Les matchs peuvent être pas mal. Je pense qu'il n'y a que le Bliss Baszler qui va être encore un ovni, qui va être vraiment très bizarre, très particulier. Moi, ça va pas trop me plaire. Le reste, on peut avoir 5 bons matchs, au moins 5 bons matchs. Hein. Franchement, les autres affiches, elles sont vraiment pas mal, hein, en soi. Si le 5e match est un Cesaro Rollins, voilà quoi. Franchement, la carte, elle serait pas mal, en fait. Hein. C'est juste que c'est toujours pareil. Les build-up sont à chier. C'est tout. On nous donne pas la hype. Les shows sont médiocres, Raw est médiocre, SmackDown commence même à devenir presque aussi médiocre que Raw. C'est juste parce que il y a la storyline Samoan qui écrase tout, mais qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. Vous enlevez la storyline Samoan, je suis désolé, mais SmackDown c'est quasiment Raw. Hein. Le reste c'est nul. Hein. C'est que des trucs répétitifs, des bookings feignants, incohérents, faibles. Personne ne ressort grandi, c'est nul à chier. Les personnages sont pas bien construits et on en a ras le cul. Voilà, et j'espère que le public va donner de la voix et va montrer sa désapprobation, parce que c'est une désapprobation actuellement, c'est tout. Donc, on verra bien, mais j'espère que ce pay-per-view sera, allez, au moins décent avant Money in the Bank, qui sera beaucoup plus, je pense, enthousiasmant. Voilà donc, je vous souhaite une très bonne semaine, merci à tous, merci aussi d'avance de bien vouloir liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour ma visibilité, donc de liker, c'est gratuit, ça se fait très vite. Mes amitiés à tout le monde, à Jack Jones, à Papy Catch,
à Trafalgar, à Gino la main froide, à la Team Catch-Up, notamment à Tonton Chris, à FN Lutte, à Enzo Wrestling, à Cody et Max, des rebuts du catch. Voilà pour les salutations. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la review de Hell in a Cell. Portez-vous bien en attendant et bon pay-per-view à tous. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo! Ciao à tous.